Bonsoir à tous. Ce soir, on vous invite à une balade, à une flânerie urbaine dans Autrement, à la contemplation des panoramas de Bruxelles. Ces lieux qui nous montrent la ville autrement, la diversité de cette ville, ses paysages également. Alors, on fait cela parce qu'il y a une publication qui vient de sortir et qui est consacrée justement à cette question des panoramas. Alors, qu'est-ce qu'un beau panorama? En tient-on assez compte de leur intérêt lorsqu'on urbanise la ville? Comment protéger ceux qui font la richesse de la cité? On va essayer de répondre à toutes ces questions ce soir avec vous, entre autres, Christophe Loire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire à l'ULB. Il va y avoir pas mal d'images dans cette émission et on va tout de suite partir, si vous le voulez bien, au Mont des Arts, qui est un panorama exceptionnel de la région bruxelloise. On y a été hier soir. C'était rempli de monde et évidemment rempli de photographes amateurs qui ne voulaient pas manquer ce cliché. Alors Christophe Loire, pour répondre à cette première question, l'essor du panorama en région bruxelloise, on la doit vraiment de quelle époque? À quelle époque ça arrive? Alors évidemment, monter à des endroits élevés pour apprécier le paysage, ça c'est une pratique très ancienne. On pouvait monter aux églises, à l'hôtel de ville, mais aménager des espaces spécifiquement pour observer la ville depuis des espaces publics, c'est vraiment le 19e siècle, les premières moitiés du 20e siècle. Donc la plupart des grands panoramas en région bruxelloise sont aménagés, en tout cas dans une première phase, sur ce 19e et première moitié. Et si on prend le Mont des Arts, par exemple? Alors, le Mont des Arts, c'est un peu particulier parce qu'il y a deux phases dans le Mont des Arts. Il y a eu un premier Mont des Arts pour l'exposition de 1910, et puis le Mont des Arts tel qu'on voit maintenant, c'est le Mont des Arts juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1960. Donc on a deux phases, et là on a une vue depuis le haut de la ville vers le bas de la ville, qui est vraiment une constante en région bruxelloise, puisqu'on peut valoriser la topographie bruxelloise pour mettre en scène le paysage urbain depuis le haut vers le bas. Alors question encore, pourquoi à cette époque on aménage des panoramas? Alors, il y a sans doute différents facteurs qui jouent. Certainement un facteur qui est plus de la culture visuelle. Il y a une culture paysagère qui se développe beaucoup au 18e, 19e, notamment avec la peinture, la notion de pittoresque. Et il y a également une nouvelle pratique, la promenade, la mobilité à pied dans la ville, qui aussi invite à aménager des points de vue, des jeux visuels pour ce promeneur, et aussi des nouvelles méthodes d'aménagement. On commence à faire un pré-urbanisme, ce qu'on appelle les embellissements, où l'idée est de ne pas simplement édifier des maisons prises isolément, mais de mettre en scène des longues perspectives urbaines, de mettre en scène des dialogues entre l'architecture et le paysage environnant, et aussi le dialogue entre le haut et le bas de la ville. Alors Aurélie Hautain, bonsoir. Vous travaillez à Urban et vous êtes secrétaire permanente de la Commission royale des monuments et sites. Alors on le voit, des patrimoines exceptionnels, parce que finalement on pourrait dire le monument et sites, ils protègent les bâtiments. Vous avez aussi pour mission de protéger ces paysages, de protéger ces panoramas. Oui, c'est-à-dire que ça compte très fort parmi les travaux de la Commission royale des monuments ici, c'est d'évaluer les projets à l'échelle de la ville. Donc la dimension patrimoniale, elle s'est fort étendue dans son histoire. Au début, elle s'adressait uniquement aux monuments, et puis on a étendu à la question des sites, et de plus en plus, et notamment selon le principe de la conservation intégrée, l'échelle de la ville et du territoire devient très importante dans la prise en compte de la dimension patrimoniale. Et il est vrai que la CRMS, dans l'ensemble des avis qu'elle rend sur des projets ou des demandes de construction à Bruxelles, évalue toujours aussi le projet donné à la lumière du paysage urbain. Ouais, et c'est compliqué aujourd'hui de convaincre finalement de l'intérêt de protéger un panorama? C'est compliqué, l'exercice est délicat, parce que je pense qu'il y a des tas d'enjeux qui interviennent pour justifier que des projets sont présentés, et que la prise en compte des vues, c'est pas un exercice facile, notamment parce qu'à ce jour, il n'y a pas réellement d'outils spécifiques pour l'évaluer, et que les vues éloignées, c'est pas évident à apprécier, notamment du fait du relief très vallonné de Bruxelles, et que lorsqu'on analyse un projet, on ne réalise pas toujours l'impact qu'il peut avoir lorsqu'on est à grande distance. Et la CRMS, sur base des outils dont elle dispose et de la connaissance de Bruxelles qu'elle a,
tâche toujours de prendre ce recul et d'aussi évaluer si il peut y avoir des impacts éventuellement difficiles sur des paysages urbains remarquables, historiques. Oui, alors Christophe Loire, on va voir d'autres images, c'est celle de la sortie du Parc Royal, Galerie Ravenstein, une vue aussi qui est très intéressante, même si on la remarque moins. Pourquoi c'est important d'avoir des panoramas dans la ville ? Alors, c'est peut-être intéressant parce que déjà, ça aide à comprendre le paysage. Ce sont souvent des lieux où par la largeur du paysage, vous pouvez lire ce paysage, comprendre les phases historiques, et souvent, s'ils ont été aménagés pour ce faire, avec un cadrage un peu spécifique, avoir aussi une esthétique du paysage et du dialogue aussi entre périodes, hein, parce que là, avec la vue que vous avez, c'est une mise en scène à partir des années 1830, avec la statue du général Béliard, et à l'arrière, une mise en scène de la flèche de l'hôtel de ville, qui va d'ailleurs être protégée, cette vue, avec un cône visuel au début du XXe siècle. Donc c'est une des premières vues, un des premiers panoramas de Bruxelles protégés, ce qui marque aussi l'importance et l'intérêt de cette vue. C'est vrai qu'on la regarde peut-être un peu moins aujourd'hui, mais elle est extrêmement qualitative. Oui, alors vous le dites, hein, dans l'aménagement des promenades, il faut réserver des surprises visuelles, des plaisirs esthétiques à l'époque. Oui, ça vient aussi de l'art des jardins. Parce qu'évidemment, ici, on parle des paysages et des panoramas urbains, mais cette culture, d'abord, elle s'est exprimée dans les grands parcs et jardins de la Renaissance et de l'époque classique. Et puis, progressivement, on applique un peu ces notions esthétiques, comme le parc de Versailles, mais à l'échelle d'une ville. Alors, évidemment, c'est plus compliqué parce qu'il y a tout l'existant, mais donc il va être mis en scène, cadré, protégé, à partir du 19e et 20e siècle. Alors, Cécilia Paredes, bonsoir. Vous travaillez à Urban, vous êtes architecte et historienne de l'art et responsable des publications, donc c'est à vous que l'on doit, avec Christophe Loire, cette publication sur les panoramas. Est-ce qu'on a beaucoup de documents sur les paysages, les panoramas dans le passé et aujourd'hui, ou alors c'est encore un domaine où il manque des documents ? Alors, au cours de cette quête historique, en vue de comprendre comment les vues ont été créées, on a eu quand même la surprise de trouver beaucoup de documents, de traces historiques, de traces de débats, de traces de descriptions de vues pour les périodes anciennes, hein, sur lesquelles dont se sont appuyés. Et puis, à Urban même, on a eu presque la chance de tomber sur des dossiers préparatoires à une étude qui avait été faite dans les années 70 qui s'appelle l'Atlas des alors altitudes. justement, on va voir des images. Ça s'appelle l'Atlas des altitudes limites de 1972. C'était censé servir à quoi, ça, Cécilia ? Alors, c'est une étude qui a été menée en préparation, en accompagnement de la préparation du PRD de 1979. Donc on parle PRD, Plan régional de développement, c'est déjà ça ou Plan de secteur. Plan de secteur, d'accord, ok. Et donc, le but de cette étude, enfin, son aboutissement, pour le peu qu'on a pu reconstruire, ça a été de proposer un portefeuille de cartes, 60 cartes, avec une description technique. Et sur ces cartes, qu'est-ce qu'on trouve ? Ce sont des représentations de corridors visuels dans lesquels on a établi des altitudes, des limites de hauteur à ne pas dépasser pour pouvoir profiter en fait du paysage qu'il signale. Donc voilà, ça a été une découverte, des documents d'archives qui ont donc émergé, où on pouvait trouver en plus, donc on a trouvé tout le travail préparatoire à cette étude, notamment beaucoup de photos, des écrits que nous avons partagés avec la Cambre et sur lesquels donc on a pu vraiment, Géry a pu s'appuyer pour son article. Oui, alors Géry Leloutre, je vais vous présenter. Bonsoir, vous êtes architecte et urbaniste et donc c'est vrai qu'on va voir ces photos de cet atlas dans quelques instants parce qu'on ne les a pas encore vues, je crois. Alors c'est vrai qu'on s'est dit à un moment donné que peut-être cette notion de paysage, de panorama avait été négligée pendant toute une période, cette période de l'essor de l'automobile et de la bruxellisation, j'y arriverai. C'est pas vraiment le cas, selon vous, ou pas ? Donc, dans les faits, c'était peut-être un peu le cas. Donc, cette période est une période assez complexe à comprendre, encore aujourd'hui. Il y a beaucoup d'intérêts mêlés. Il y a eu les grandes coalitions entre promoteurs et acteurs politiques pour transformer l'image de Bruxelles en une ville internationale. Et
Ça s'est fait dans des conditions un tout petit peu scabreuses parfois, mais donc derrière ça, il y a quand même eu une très grosse énergie de l'administration nationale de l'urbanisme. On ne la connaît pas très bien, c'est l'ancêtre de l'Urban en fait, aujourd'hui, enfin, d'Urban et de Perspective, parce que c'était les deux, la planification et l'urbanisme ensemble. Et cette administration va chercher, à partir de sa création en 1945, à réguler le bâti. Réguler, donner des règles générales au bâti. Alors, ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas de loi qui encadre ça avant 62. Donc, tout se passe déjà beaucoup avant 62. Et puis, le temps qu'on mette une loi qui dise on va faire des plans de secteur, c'est-à-dire on va faire des plans d'affectation qui vont réguler le bâti sur toute la Belgique, et en particulier pour le secteur de Bruxelles, qui pour la première fois existe au niveau des 19 communes. Avant ça, c'était 19 communes séparées, donc c'est aussi quelque chose qui est important à comprendre. Mais il a fallu des années d'études pour sortir un plan. Et un premier plan donc, est étudié autour de 65, entre 65 et 1972, donc 74 pour être précis même, qui va être un plan très technique, qui va essayer de dessiner une ville. Et très vite, quand les ministres se succèdent aux travaux publics, donc quand De Zager arrive au pouvoir comme ministre, il dit les plans très régulateurs. Vous savez, en Belgique, l'État investit très peu dans l'immobilier, donc l'immobilier c'est privé, il ne faut pas trop l'embêter, il faut que ça se fasse, donc vous ne faites pas grand-chose. Et en examinant tous ces courriers, ces échanges et tout ça, on se rend compte que la question du panorama, du coup, devient le glaive, littéralement, de l'administration pour couper des paysages et pour donc, à un moment, donner quand même des règles de composition urbaine, mais des règles qui sont invisibles. Donc on ne va pas dessiner des grandes perspectives, on ne va pas dessiner des grands gabarits, mais au fur et à mesure des permis de bâtir, on va dire, écoutez, là vous êtes dans le chemin, là vous êtes trop haut. Et donc ça va vraiment servir. Alors le problème, c'est que cet atlas, le plan de secteur qui avait été étudié à l'époque, très technique, va être balayé, va être abandonné, et que donc l'atlas va partir aussi à la poubelle de l'histoire, en tout cas. Ouais, donc il n'a jamais servi, quoi. Il a servi pour les fonctionnaires qui l'ont en fait élaboré, l'ont utilisé jusqu'à leur pension. Et donc jusque dans les années 90, il y avait quand même des fonctionnaires qui l'utilisaient et qui ont raboté des bâtiments grâce à ça. Ouais. Alors Christophe Loire, si on voit sur l'échelle de l'histoire, on a vu à un moment donné vraiment un intérêt très appuyé pour les panoramas. Est-ce qu'au fil du temps, cet attrait s'est un peu atténué, ou en tout cas on a moins tenu compte dans toute la deuxième moitié du XXe siècle de cette question des panoramas? Oui, clairement, il y a une première phase très importante sur laquelle on a un petit peu exposé tout à l'heure les données. Il y a la jonction Normandie, la fameuse jonction Normandie, qui va aussi amener un renouvellement des panoramas. Et là aussi, on a été souvent étonné par les études plus approfondies de la qualité des premiers architectes modernes dans le cadre de la jonction Midi pour créer des nouveaux panoramas tout en respectant aussi les panoramas anciens. Donc, on peut dire que dans les premiers travaux de composition, Victor Hortal, Palais des Beaux-Arts, même la cité administrative. Il y a vraiment encore une appréciation paysagère. Et puis, clairement, il y a un changement dans les années 50, 60, 70, qu'évoquait un peu Géry, qui est complexe à étudier parce que clairement, il y a une dégradation des paysages, mais en fait, c'est une dégradation des paysages généraux souvent, donc c'est pas que les panoramas, c'est à la fois l'automobile, c'est les changements de gabarit d'immeubles, mais là aussi, en travaillant sur ces sujets, on s'est rendu compte de l'importance de la longue durée, parce que même la fameuse question des tours, des gabarits, les premiers dossiers, ce sont les années 1905-1910, avec, aujourd'hui on n'appellerait peut-être pas ça des tours, mais 5, 6, 7 étages, mais qui déjà montrent un contraste de gabarit. Donc on voit qu'on est sur le temps long, mais clairement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on peut se dire qu'il y a une appréciation paysagère de l'aménagement qui tend à se perdre par la suite, et qui peut-être revient aujourd'hui au cœur de nos pratiques, à la fois dans la réappropriation de beaucoup de gens, et on voyait sur le Mont des Arts, beaucoup de gens s'y rendent, aujourd'hui aussi à la place Poulart et à d'autres lieux, et en même temps, avec cette réappropriation, c'est aussi un intérêt nouveau en termes de protection, d'aménagement. Alors justement, on va voir dans quelques instants des images de la rampe du Palais de Justice où on a été tourné hier. Alors vous allez voir sur les images, c'est noir de monde, il y a énormément de gens et effectivement là, le paysage est exceptionnel. Aurélie Hautain, est-ce qu'aujourd'hui vous diriez qu'on manque d'outils légaux pour mieux protéger ces panoramas ?
Je pense qu'en tous les cas, il existe d'autres... je recommence. Oui, allez-y. Il existe un certain nombre d'outils pour pouvoir évaluer l'environnement, notamment les zones de protection autour des biens classés ou des règlements communaux zonés qui s'adressent à l'entièreté d'un quartier, dans lesquels on peut intégrer la dimension patrimoniale. Mais sur la question de la vue éloignée, ça reste quand même quelque chose de très compliqué, qui est difficilement évaluable, sans outils. Et donc, notamment parmi les propositions de la CRMS dans son mémorandum, il y a la réactualisation ou la réactivation de ce fameux atlas des années Ouais, parce que j'ai vu 70. dans votre mémorandum, vous dites il faut préserver depuis les domaines publics Oui. les cônes de vue et les perceptions lointaines vers les éléments bâtis ou paysagers fortement identitaires. Et on ça. fait comment ça alors? On fait comment? Est-ce qu'il faut des textes légaux? Est-ce qu'il faut... Ou alors c'est à l'appréciation suivant chaque projet? En fait, je pense qu'il faudrait déjà pouvoir offrir, pour pouvoir l'apprécier, un outil qui permet de se les représenter. Et ce n'est pas toujours évident lorsqu'on a des dossiers sur papier de pouvoir identifier, notamment lié à la question du relief, ce que ça va donner de très loin. Même lorsque vous vous rendez au pied d'un immeuble haut, il peut vous paraître bien moins haut lorsque vous êtes au seuil de l'immeuble que lorsque vous vous en éloignez. Et donc, la CRMS plaide quand même pour qu'on puisse, au départ, notamment de quartiers patrimoniaux de très haute valeur, quartier des Squares, le quartier Royal, les arcades du Cinquantenaire, ou de vue. Il y a notamment des axes patrimoniaux qui ont été identifiés comme remarquables dans le PRDD. À ces endroits-là... PRDD, c'est Plan Régional de Développement Durable. Voilà. Il y a deux cartes. Une carte qui identifie des zones patrimoniales emblématiques et une carte qui identifiait des axes structurants patrimoniaux. Si déjà dans des quartiers qui ont pu être, ou dans des zones qui ont pu être identifiées, avoir effectivement un outil d'aide à la décision, et notamment pour pouvoir évaluer en fait l'impact d'un immeuble haut. Et voilà, ça c'était... et d'autres villes ont des outils semblables. Maintenant, je pense que ça ne dispense pas d'une analyse fine au cas par cas en fonction de chaque contexte et d'enjeu de projet. Ça, c'est essentiel de garder ça. Vous me demandez la parole. Oui, non, c'était juste pour rebondir sur cette question de documentation. Je pense qu'un des acquis de l'étude, de cette mission exploratoire sur les vues dans la revue, a été de montrer justement le rôle qu'a joué cette documentation pour faire connaître les vues et pour pouvoir les travailler sur le plan urbanistique. Et aujourd'hui, l'Atlas des altitudes limites est peut-être considéré comme un moment repère, puisqu'il définit très bien ses vues, mais aussi peut-être peut nous inspirer pour reproduire des documents adaptés évidemment à nos moyens de communication actuels. On ne va plus aller chercher un plan dans un tiroir, mais on va plutôt le trouver sur un géoportail. Ouais. Alors Géry Leloutre, quand on se pose la question, on dit voilà, pourquoi des bâtiments hauts à cet endroit, à d'autres endroits on en prévoit. Comment est utilisée dans la réflexion urbanistique cette question des panoramas? Et donc, pour revenir sur l'Atlas, ce qui est intéressant dans cet Atlas, c'est que c'est une première tentative à l'échelle de la région de normaliser ces vues. Donc, c'est très, très, très précis. Ça a été un travail gigantesque. Alors, la question n'est pas de savoir aujourd'hui s'il faut le maintenir tel quel. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a toute une série de vues d'ailleurs qui ont disparu, d'autres qui n'auraient jamais dû être faites et qui ne l'ont pas été faites, heureusement, qui étaient des projets de démolition, reconstruction de la ville. Donc, ce n'est pas ça. Mais la question est de savoir quel instrument on met en place. Derrière un instrument, il y a toujours une vision de ville. Alors, l'intérêt d'un instrument précis, c'est qu'il met tout le monde, c'est qu'il permet de réguler le permis de bâtir de manière claire pour tout le monde. Et à la limite, il faut savoir que le secteur immobilier est demandeur de règles claires parce qu'il fait ses business plans en fonction de ça. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière? Et donc, à l'époque, dans les années 70, on était dans la continuité du 19e siècle. C'est vraiment assez étonnant comme la continuité était là, donc de dire on va travailler un paysage où la topographie va être signifiante, on va faire montrer la vallée, on va montrer les collines, on va montrer les crêtes. C'est plus le cas aujourd'hui. On a, depuis les années 2000, la préparation du PRDD, il y a eu un plan tour et un plan vue. Et ce plan imagine d'autres règles de définition du paysage, notamment déconcentration de tours, notamment dans le cadre européen, ce qui a fait le plan urbain-loi. Et là, c'est une autre vision, c'est de dire, par exemple, là, la concentration de tours
donne à voir un CBD, un Central Business District, à l'américaine, quelque part, mais qui donne à voir cette bureaucratie européenne, mais plutôt de manière un peu poétique, on va dire, essayons, et qui, du coup, prend la place d'une ouverture panoramique qui était celle des arcades du cinquantenaire. Donc on peut discuter, l'intérêt c'est d'avoir des outils qui sont publiquement discutés et publiquement décidés. Et qui n'existent pas aujourd'hui, non? Et qui n'existent pas aujourd'hui. Ouais. Alors on va justement montrer quelques images du cinquantenaire, puisque la perspective aujourd'hui, elle n'est plus ce qu'elle était il y a quelque temps, puisqu'il y a un immeuble qui est apparu. Là, on ne le voit pas vraiment bien, mais il va apparaître tout de suite sur les images. Voilà, c'est l'immeuble de One qui apparaît effectivement là, en plein milieu d'une des arcades du cinquantenaire. Aurélie Hôtel, on peut dire que là, il y a eu une erreur finalement dans le fait que cette perspective qui était très belle du cinquantenaire vers la ville, elle est un peu, elle n'est plus la même aujourd'hui. En tout cas, sous l'angle de la dimension patrimoniale, c'est un dossier qui a fait crier la CRMS et qui exprime ses craintes depuis plusieurs années. Déjà, je pense depuis 2013, à l'occasion du pull. Donc il y a un regret de votre part pour vous. Il aurait mieux valu éviter ça, si j'ai bien compris. Je pense que la CRMS était soucieuse qu'il y ait une perspective tout à fait libre dans les arcades du cinquantenaire. Et c'est de cette même manière qu'elle s'est positionnée lorsque le plan d'aménagement directeur loi envisageait donc la construction d'un ensemble de 14 tours dans cette même perspective pour venir compléter la tour qui avait déjà été construite, parce que la crainte portait non seulement sur les arcades du cinquantenaire, mais aussi sur la vision de ces immeubles hauts depuis le quartier des Squares, depuis le quartier Royal et depuis le quartier Léopold, qui a quand même déjà fort souffert. Maintenant, je pense que les craintes exprimées et d'autres enjeux de ville ont été entendus. Et aujourd'hui, le projet a été fondamentalement revu à la baisse. Et donc, le patrimoine peut s'en réjouir. Oui, ça montre la fragilité, en tout cas, de ces perspectives et de ces panoramas, Christophe Loire. Oui, c'est à la fois la fragilité et puis la dynamique urbaine. Donc évidemment, même dans la dimension patrimoniale, l'idée n'est jamais de muséifier la ville et de ne pas la faire évoluer. D'ailleurs, le patrimoine, c'est le reflet aussi de la dynamique urbaine au fil des siècles. Donc il peut y avoir aussi, bien sûr, un paysage très qualitatif de Tours. La question est chaque fois, où est-ce qu'on place tel élément et est-ce qu'on ne dénature pas un panorama ou un paysage qualitatif. Donc c'est vraiment ce cas par cas et chaque nouvelle typologie architecturale peut elle-même donner naissance à un nouveau paysage qualitatif. Donc c'est tout le jeu de toujours faire dialoguer conservation du patrimoine et dynamique urbaine, et déjà en imaginant que ce qu'on crée aujourd'hui pourra évidemment être le patrimoine de demain, mais de savoir où on met quoi, comment et finement. Alors on vous emmène maintenant dans des lieux qui sont très rarement accessibles au public et qui offrent pourtant des vues splendides. C'est le cas notamment de l'église Saint-Augustin, située à l'altitude 100 à Forêt. Il y a quelques mois, elle a ouvert exceptionnellement sa terrasse. Vous allez le voir, ça vaut le coup d'œil. L'église Saint-Augustin, un des points culminants de la région bruxelloise. Pouvoir monter au sommet est exceptionnel et demande un peu d'effort. Gravir un escalier de 200 marches. Au niveau du sol, 102 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais sur la terrasse où nous nous trouvons, nous sommes 40 mètres plus haut et la croix qui culmine au-dessus du calvaire se trouve à 57 mètres au-dessus du niveau du sol. Mais cela en vaut la peine, le panorama est époustouflant. On peut identifier plein de choses, on voit loin, c'est gai. Ici c'est dégagé, c'est ouvert, c'est une vue 360 degrés. C'est assez incroyable, j'habite dans le quartier, je ne sais jamais monter. Et c'est vraiment incroyable de voir tous les monuments de Bruxelles. Et de se rendre compte aussi que Bruxelles est finalement très très verte aussi. Moi je suis architecte et le fait de voir la ville c'est hyper intéressant. Parce qu'on voit comment les choses se font, on voit l'urbanisme de chaque quartier, de chaque îlot. On voit les constructions en intérieur d'îlots, les espaces verts, comment les choses s'organisent. Impossible de se lasser de cette vue qui embrasse toute la ville. Le Palais Royal, vue du toit-terrasse du Palais des Beaux-Arts. De l'autre côté, la flèche de l'Hôtel de Ville. Un panorama exceptionnel lui aussi. Quand on a regardé les dessins, les photos historiques, on a compris que ce toit était intéressant. Il y avait des balustrades qui longeaient les puits de lumière, qui donnaient un aspect
chambres. À l'origine, l'édifice imaginé par Victor Horta prévoit l'accès public aux toitures qui est finalement condamné. Une erreur, heureusement aujourd'hui réparée. Changement de décor dans cette ancienne meunerie à Anderlecht, le long du canal. Ici, à partir du rooftop, vous voyez très bien, donc on peut voir l'altitude 100 de Forêt, on a Saint-Gilles, on a la Commission européenne. Juste de l'autre côté, je vous disais, on est à la vallée de la Seine. De l'autre côté, c'est la vallée du Malbec. Là, on a vraiment la Grand Place, on a Sainte-Gudule, on a la tour de la RTBF, on a Laken. Donc on a une vue vraiment panoramique sur tout Bruxelles. Des rooftops qui se multiplient ces derniers temps et qui donnent à voir une autre image de la ville. Voilà Christophe Laure, il reste moins d'une minute dans cette émission. Quand on voit aujourd'hui l'intérêt que suscitent ces panoramas, est-ce que finalement c'est de nature à vous dire, voilà, on a maintenant un public qui est sensibilisé et ces panoramas seront donc mieux protégés? Oui, certainement. C'est un moyen pour les gens de comprendre les qualités paysagères, de comprendre mieux de leur ville et d'apprécier ces vues et de saisir peut-être comment on pourrait peut-être les protéger demain. Et c'est aussi valoriser ces lieux qui ont été en plus pensés parfois comme rooftop dès l'origine, comme au Palais des Beaux-Arts qu'on a vu, peut-être bientôt Colonne du Congrès, Palais de Justice qui sont aussi pensés, ou les arcades du cinquantenaire, où là tout le monde peut y accéder et qui est pensé aussi dans les années 1880. Donc c'est à la fois le lieu lui-même qui est monument historique et en même temps la vue splendide qu'on peut avoir depuis ce monument. Voilà, l'émission est déjà terminée. Il y a encore beaucoup de choses à dire. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais si vous êtes intéressés, je vous renvoie donc à ce numéro de cette revue Patrimoine qui est disponible dès à présent. Cécilia, il est disponible dans une quinzaine de jours. Dans une quinzaine de jours. D'accord. C'est noté. Dans une quinzaine de jours, il sera disponible. Merci d'avoir été présent sur notre plateau. Autrement, c'est terminé pour ce soir. La semaine prochaine, c'est Cyprien Oudemont qui vous présentera l'émission. Très bonne fin de soirée à tous.